Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve à nouveau devant le TRS-80 Model 1 qui n'a pas bougé d'1 millimètre depuis la dernière vidéo. L'objectif donc de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de trouver ce qu'il a comme panne et de le réparer si possible. Et ensuite, si on arrive jusque-là, je restaurerai son clavier pour le rendre à nouveau abordable. Et ensuite, on s'attardera sur son extension, en espérant qu'elle aussi, elle marchera et qu'il n'y aura pas de panne dessus. Et finalement, les lecteurs de disquettes, si j'ai encore du temps, parce qu'il faut les sortir de leur rack. Donc, je vais la sortir à nouveau de sa caisse, cette machine, et j'approche la caméra et on va regarder cette panne de plus près. J'ai ressorti le TRS-80 de sa caisse pour regarder un petit peu plus près la carte mère. Alors déjà, merci pour tous vos commentaires sur la vidéo précédente. Une quantité d'entre vous m'ont conseillé de virer toutes les modifications, mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai eu aussi d'autres commentaires, notamment d'une personne qui connaît très bien ces machines et qui m'a expliqué le but de ces modifications. J'ai regardé un petit peu la doc technique de ce TRS-80. Si je vous en affiche une page, voilà, que j'ai surligné un petit peu, il explique que l'affichage des caractères est fait sur les puces de VRAM, seulement sur 6 puces de VRAM, et que la 7e, elle sert à faire le graphique. Les puces de VRAM, elles sont ici, il y en a 7, il y en a 3, il y en a 4 ici, 1, 2, 3, 4 et 3 ici, et 6 seulement sont utilisés pour accéder à la ROM de caractère qui est ici. Ce qui fait que cette modification, en ajoutant une puce de VRAM par-dessus en piggyback sur une autre et en allant chercher le signal manquant sur l'électronique à côté, ça permet d'ajouter un 7e bit au décodage de la ROM de caractère, ce qui permet d'accéder aux caractères minuscules. Donc cette modification, c'est les caractères minuscules. Donc elle est très pertinente, je trouve. Je vais la conserver. La seconde, elle vient se prendre sur Z56 ici. Si je vous montre un schéma rapide de la carte, où j'ai tracé un petit peu comment elle est disposée, c'est un diviseur ici. Un diviseur par 6, donc qui va diviser la clock de la machine pour générer le 1,77 MHz. Et la modification consiste à récupérer un autre signal. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une autre puce, ça doit être une puce diviseur aussi ici, au lieu de se reprendre sur celle-là. Et ça permet de générer du 2,6 MHz. Donc l'interrupteur, là-bas, il sert à overclocker la machine. Si on le met dans une position, on a 1,77 MHz et dans l'autre 2,6. Donc, je vais conserver aussi cette modification. Après, vous avez pu voir dans l'intro l'écran que j'avais qui était rempli de caractères random. En fait, c'est tout simplement que j'avais un fil dessoudé sur mon interrupteur et que la machine ne démarrait pas. Donc, le CPU n'étant pas cloqué, eh bien, j'avais le contenu de la VRAM de base au démarrage de la machine, donc des caractères random sur l'écran. Ça ne se produit pas quand on envoie une clock au CPU. Il y a un tout petit délai de démarrage qui est fait par ce condensateur-là. Et l'écran que vous avez vu en intro dure seulement une petite seconde avant que le CPU boot et qu'on passe à la suite. Mais je vais vous le réallumer pour vous le montrer. Il ne marche pas. Donc, il va falloir un petit peu enquêter sur ce qui ne va pas. La première chose, si je ramène un petit peu la notation que j'ai fait sur cette carte mère, on a le banc de mémoire ici. Elle a été upgradée, donc ce sont des puces de 16 384 mots sur 1 bit. Il y en a 8 pour faire 8 bits.
Donc on a bien 16 kg sur 8 bits dans la machine. Et le jumper pour la mémoire a été, j'ai vérifié aussi, réglé en conséquence. Donc comme on a des corruptions à l'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les puces de mémoire. J'ai absolument rien pour les tester parce que bon, c'est des puces qui sont alimentées avec aussi du moins 5 volts. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'en avais acheté une vingtaine. Je ne sais plus pourquoi je les avais achetés, peut-être pour le PET, mais il était déjà au maximum. Donc, je vais les remplacer une par une pour vérifier si la mémoire fonctionne. Je n'ai pas non plus la ROM de diagnostic qui a été demandée par Adrian à ses amis. Il faut tout un montage pour la mettre ici. Donc, je vais procéder par remplacement des puces de RAM une par une. Je vais d'abord remplacer la première. Je vais tester. Je vais remplacer les deux premières. Je vais tester, puis les trois premières. Puis je vais tester jusqu'à ce que je les ai toutes remplacées. Et ça me permettra de voir si la RAM de la machine est bonne. Donc, je fais ça et je vous remontre après si j'ai trouvé un problème dans la mémoire. Eh bien, on se retrouve devant un désastre. La scène précédente, pour que la caméra voit bien la carte mère, je l'ai surélevée un petit peu pour compenser la nappe qui est de l'autre côté. Et j'avais rien trouvé de mieux que de mettre ça dessous, sous la carte mère, ici, pour la surélever. Et ensuite, je l'ai allumé en oubliant que j'avais ça dessous. Et comme on le voit sur le bout de cette vis-là, ça a fait contact sur la carte mère. Ça m'a fait un joli court-circuit. Et il ne démarre plus. J'ai plus de 5 volts. Bon, une panne de plus à faire. Donc, l'alimentation de cette machine, c'est une alimentation non régulée. Ce qui veut dire que dans la boîte métallique, là-bas, on n'a qu'un transformateur et qui envoie toute la purée. Et ensuite, on a sur la carte mère tout un étage qui va jusque là-bas, tout le fond de la carte mère, qui est l'étage de régulation. Alors, comment ça fonctionne ce truc? J'ai sorti le schéma, parce que bon, il faut bien que je la dépanne. Donc, voici le schéma de l'alimentation. On peut voir sur la gauche qu'on a un redresseur ici qui va prendre le courant alternatif et c'est un pont de diode, on va dire, qui fait les deux bobinages en même temps pour sortir le 12, le 5 et le moins 5. Le moins 5 est généré, je pense, en dehors de ça. On a deux gros condensateurs d'arrivée qui vont faire du lissage de ce courant redressé. Et ensuite, on a des transistors qui sont ce gros-là qui est monté en filtrage, c'est-à-dire qu'il va laisser passer 5 volts et puis il va mettre à la masse tout le reste. C'est pour ça qu'il est grossement dimensionné et qu'il a un gros radiateur. C'est pour justement dissiper toute cette énergie. Et le 12 volts, c'est un tout petit qui est ici, je crois, que je ne sais même plus exactement. Non, le 12 volts, il doit être là-bas. Et le petit là, c'est celui, je vous montre sur le schéma, c'est celui de régulation. C'est-à-dire qu'une fois que c'est passé dans celui-là, lui va faire la commande. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de courant, il va faire la commande pour... c'est de l'asservissement, plus ou moins. Et donc, ça ne marche plus. Donc on va commencer à mesurer et puis regarder ce qui se passe sur cette carte mère. Donc j'apporte un peu d'équipement et puis on va dépanner ça. Bon alors pour le tester, je l'ai alimenté, c'est la meilleure solution. Donc comme vous voyez, j'ai pas encore appuyé sur Power même. Je vais appuyer sur Power, il va pas s'allumer. Et on va mesurer 2-3 choses. Ouais, voilà. Donc, allumons-le. Bon, comme on voit, il ne se passe absolument rien. Alors, on va déjà regarder si le redressement est bon. Donc, je vais mesurer la tension aux bandes des condensateurs.
Donc on a 15 volts et 30 volts. 29,5. Ça ne me surprend pas, on devrait avoir 20 volts ici à peu près, mais comme il n'y a pas de charge sur la carte mère, bon, bah, il délivre tout ce qu'il peut. Alors maintenant, on va essayer de regarder s'il sort quelque chose de ce transistor 5 volts. Il faut aller regarder si on a une tension bande de la grosse résistance qui est là, que je vous mets sur le schéma. Eh bien, on a 0. Maintenant, on va essayer de regarder s'il y a une tension d'un côté ou de l'autre de cette résistance. Non, 0. Donc, on voit qu'avant le transistor, il n'y a pas de tension. Il y a une tension. Après le transistor, il n'y en a plus. Donc, ça, c'est problématique. Ça voudrait peut-être dire que le transistor ne marche plus. Donc, eh bien, je vais regarder un peu plus le schéma. Parce que ce truc-là, ça ne doit pas être facile à trouver. Hein. Et j'ai entendu un crépitement, donc je vais retourner la carte mère, je vais l'éteindre et on va regarder un petit peu s'il y a quelque chose derrière. Bon, j'ai bien regardé l'extérieur, je vois pas de traces de brûlure. Donc j'ai encore pas trouvé d'où a pu venir le crépitement, mais on va mesurer aux bornes de ce fameux condensateur. Je vais mettre le truc là, comme ça on le verra mieux. Voilà. Alors normalement, on a le collecteur ici, on a la base ici et l'émetteur est sur les plots qui sont sur les côtés, sur les vis. Donc on va mesurer entre le connecteur et la masse pour voir si on a bien le courant d'arrivée qui se présente. Donc je vais l'allumer. Et on va mesurer ça. Donc on a bien 15 volts qui arrivent au collecteur et maintenant on va regarder ce qu'il y a entre l'émetteur et le collecteur. On a aussi 15 volts 4, donc ça veut dire qu'il met tout à la masse. Donc je vais l'éteindre. Il a l'air de fonctionner, mais il régule absolument toute la tension et l'envoie tout à la masse. Donc je continue, moi, d'investiguer, voir ce que ça peut être. De retour côté composants, si je vous remontre encore une fois, et je pense la dernière, le schéma de cette alimentation, j'ai vu qu'il y a une diode. Il y a une diode à la fin du circuit qui est là pour enlever si la tension est trop haute, en fait, ça draine le courant à la masse. Et c'est une diode assez spéciale puisque c'est une diode qui fait 6 volts 1 ou 6 volts 2, je ne sais plus exactement. Et donc, si ça dépasse cette valeur, eh ben, elle s'ouvre et laisse passer le courant à la masse. C'est pour protéger. D'ailleurs, ça aurait été bien qu'ils mettent un fusible à la place, en plus de la diode. Je l'ai cherché sur la carte mère très longtemps et j'ai fini par la trouver. Il faut pousser les condensateurs et cette petite diode, elle se cache là au milieu. Et si je teste cette diode avec mon testeur de continuité, je ne vais même pas me mettre en mode diode.
Eh bien, vous n'avez pas entendu le bip, mais elle est passante des deux côtés. Ça veut dire que, il m'envoie le courant entier. C'est un court-circuit, en fait. Il m'envoie toute la sauce à la masse. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de 5 volts. Cette diode assez spéciale, eh bien, je n'en ai pas. Donc, je vais la commander. Et puis, je vous retrouve dans quelques temps quand j'ai monté cette diode. Voir si ça marche. Eh bien voilà, yes. Bon, eh bien ma connerie est réparée. Il est de nouveau comme il était au départ, c'est-à-dire avec toujours la même erreur. Et si je scrolle, j'ai des points d'exclamation qui apparaissent de partout. Voilà, on est revenu à l'état d'avant, au début de la vidéo. Bon. Eh bien, j'ai appris beaucoup sur ce redressement et j'ai appris énormément sur la machine entre-temps parce que j'ai énormément potassé la dock. Donc, je vais maintenant m'intéresser aux puces de mémoire comme c'était prévu et je vous retrouve quand j'ai avancé de ce côté-là, remplacer toutes les puces de mémoire, voir s'il marche mieux. Bon, il est heureux que j'ai eu cette RAM d'avance parce qu'en regardant vraiment la spec de cette mémoire, elle est alimentée en 12 volts et en -5. Donc, c'est pas franchement des trucs les plus faciles à trouver. Quoique ça doit être courant quand même sur les machines anciennes. Mais remplacer toutes les puces de RAM, ça ne fait absolument rien. Donc, j'ai même remis les puces d'origine parce que j'avais exactement le même résultat en ayant remplacé les 8. Une chose qu'on peut regarder, c'est si la ROM fonctionne correctement. Je l'ai déjà démonté, désoxydé et tout ça. Donc, il y a une méthode facile, plutôt que d'enlever les deux ROM, c'est d'enlever le set de jumper là-bas. Et on va voir, normalement, sans ROM, le processeur devrait partir en boucle et nous faire des arrobas ou des arrobas 9 plein l'écran. Donc, essayons ça tout de suite. Si elle pas changer de sens, puis on va rallumer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire quand il a plus de ROM? Eh ben, il nous fait rien du tout. Rien d'affiché à l'écran. Donc, ça c'est très étrange. Donc, ça veut dire quand même que tout à l'heure, on avait quelque chose. Donc, la ROM marchait. Là, on enlève la ROM, on n'a pas le bon résultat. Je me demande bien ce que ça peut être. Les VRAM sont très difficiles à remplacer. Donc, eh bien, moi, j'enquête sur ce comportement et je reviens vers vous. Donc, on se retrouve pas mal plus tard. Donc, j'ai eu une idée parce qu'en voyant cet écran, il m'a semblé quelque chose. Donc, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai tapé toute une ligne qui est indescriptible et j'ai tapé à l'aveugle for i égale 0 to 255, 2.poc 15360 plus i, virgule i, 2.next i. Et ce que fait ce programme, normalement, c'est qu'il me liste tous les caractères que la machine connaît. Donc, on va faire entrer en espérant que je n'ai pas fait une faute de frappe. Et ça fonctionne. Donc, on peut déjà voir que la machine marche, que le CPU marche, que la RAM marche, il exécute des programmes. Mais maintenant, on devrait avoir toutes les lettres en majuscules suivies des lettres en minuscules. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on a tout et n'importe quoi, mais pas les lettres majuscules. On a des lettres minuscules, on a les caractères de symboles qui semblent à peu près bien formés, quoique je trouve beaucoup de répétitions. Donc j'ai une bonne idée de ce qu'est là la machine. C'est sa ROM de caractères. Alors,
Je vais essayer d'enlever la ROM de caractère et normalement sans la ROM de caractère il devrait me remplir tout de carré et sans défaut d'affichage. Donc je vais faire ça. Je vais le retourner et enlever la ROM de caractère et on se retrouve. Donc j'ai enlevé la ROM des caractères qui était ici, je l'ai posé à côté et on va le démarrer, voir ce qu'il nous dit. Bon, eh ben je crois que c'est clair, c'est elle. C'est la ROM de caractère qui ne marche plus. Donc je sais pas trop si c'est retrouvable cette chose-là. Donc encore une fois, je vais aller enquêter de mon côté. Et regarder ce que je peux faire avec ça. Comment je peux trouver une autre ROM de caractère. Donc à plus tard. Encore pas mal de jours sont passés depuis l'autre fois où j'ai trouvé où c'était la ROM de caractère qui était morte. Et cette ROM en question, eh bien, elle est complètement custom. C'est une puce faite par Motorola expressément pour cet usage. En fait, c'est une puce 8 bits qui fait à peu près 2 kg et qui est adressée en ligne et en colonne pour afficher les caractères et qui contient leur définition graphique. En cherchant pas mal sur Internet, j'ai trouvé qu'on pouvait remplacer cette ROM par une EEPROM, une 2716. Alors une 2716, c'est une ROM qui est une EEPROM qui est 8 bits et qui fait aussi 2 kg. Donc 16 000 et quelques mots, 16 kg en fait sur un bit, donc 2 kg sur 8 bits. Et eh bien le truc c'est que c'est une EEPROM et qu'elle n'a pas du tout la même taille que ce qu'il faut mettre là-dedans et pas du tout le même pin-out. Alors j'ai commencé à... Bon déjà merci à Rémi qui m'a sur le Discord, qui avait une ROM 2716 parce que c'est des ROM très anciennes et qui m'a fourni une ROM. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé sur un forum qui parle de recréation d'un TRS-80 le contenu de cette ROM ainsi que une correspondance des pins entre la puce d'origine et une 2716, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pour lire cette puce de caractère dans un programmateur d'EEPROM. Donc je me suis inspiré de ça, donc je vous montre le barbouillage à l'écran que j'ai trouvé sur un site et moi j'ai commencé à travailler de mon côté. Donc je me suis coupé un petit circuit avec un support qui était trop long et des barres et puis je comptais me faire un adaptateur pour monter ça. Donc cet adaptateur, quelques heures de montage plus tard, il ressemble à ça. Voilà, c'est le socket sur lequel va l'EEPROM et dessous on a les pins qui vont aller se prendre dans le socket de la ROM d'origine et dessus normalement on devrait mettre une EEPROM. Je suis encore pas 100% certain de mon câblage. J'ai vérifié toutes les pins du dessus vont aux pins du dessous que je veux. Mais je ne sais pas si c'est suffisant parce que notamment on a une pin select que je n'ai pas branchée ici et il va peut-être falloir que je la mette, sinon si elle est floating j'ai peur que l'EEPROM se déconnecte du bus. Voilà, donc il me reste à programmer l'EEPROM et on va pouvoir tester si ça fonctionne. Pas facile de programmer une 2716. Le TL866 ne la supportant pas parce qu'il faut la programmer avec 25 volts, j'ai été obligé de plier la pin VSS pour lui coller le maximum que pouvait m'envoyer mon alim de labo, c'est-à-dire 22 volts, et d'alimenter extérieurement, et ça programme à peu près. Donc, il va falloir que je la programme plusieurs fois parce que 21 volts, c'est pas assez. Mais ça devrait passer. Mon montage est installé, alors regardons voir ce que ça donne.
Est-ce que ça va marcher? Ah, eh ben ça marche pas, ça me dit qu'il n'y a pas de ROM. Donc je pense que je vais regarder le signal Enable. Et il doit, comme il est flottant, c'est ce que je pensais, ça ne doit pas marcher. Je vais essayer de patcher ce truc-là. Et puis je vous retrouve plus tard. Bon, j'ai corrigé le chip Enable, hein. Je l'ai relié celui de la ROM à celui de la machine. Comme ça, il va la sélectionner quand il faut. Alors, essayons voir cette nouvelle ROM, voir ce que ça donne. Eh bien, il faut croire que, eh bien, mon EEPROM fonctionne. Donc, j'ai réussi à recréer une ROM de caractère. Donc, c'est déjà ça. Mais ça n'avance pas le schmilblick. Le problème est ailleurs, comme une série de l'époque. Mais je n'ai pas trouvé ce qu'est là. Je pense que quand je vois ça, et sachant que je suis sûr maintenant du contenu de cette ROM, je suis sûr que le BIOS fonctionne. La ROM de la machine fonctionne. Je suis sûr que la RAM est bonne. Eh bien, il doit y avoir une des puces logiques quelque part qui ne va pas. Et je pense qu'il va falloir regarder les adresses qui circulent sur cette EEPROM. Je vais remettre la puce d'origine, ce sera plus simple. Et je vais checker les adresses. Mais je ferai ça une prochaine fois. Je pense que ça fait déjà assez long. Même si j'ai pas avancé beaucoup, mis à part corriger mes propres bêtises, on en est rendu au point du début de la vidéo. Mais au moins, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Je peux encore vous en apprendre quelques-unes, puisque j'ai potassé énormément les documents de la machine. Le bouton Reset là-bas, si je l'active, vous allez voir, il ne fait pas Reset en fait. Quand la machine démarre, il y a concurrence entre deux condensateurs, dont celui-ci, elle set son adresse de démarrage à 0. Donc le processeur va démarrer à l'adresse 0, donc il va exécuter le contenu de la ROM. Quand on appuie sur le bouton pseudo reset là-bas, en fait ce que ça fait, c'est que ça décharge un des petits condensateurs, je ne sais même pas où il est, et ça ne reset pas le CPU, ça le met à l'adresse 66. Donc il va aller exécuter l'adresse 66 qui est juste après le prompt là. Donc il nous ramène, en fait il interrompt le programme et il reprend le BIOS à l'endroit où il a fini de charger. Donc normalement ça interrompt tous les programmes, sachant que dans la ROM de la machine il n'y a pas d'instruction alt, le CPU n'est jamais en alt, donc normalement ça devrait marcher, interrompre tous les programmes et ramener au prompt sans pour autant clear la mémoire. Sauf que quand on écrit un mauvais programme et que le programme il va exécuter des datas qui ne sont pas du tout les bonnes et qu'il exécute un morceau au lieu d'exécuter du code, il exécute des données et qu'il trouve une instruction une instruction alt dedans, le processeur se retrouve en alt et le bouton là-bas ne sert absolument à rien. Tout ça pour vous dire que le seul moyen de reset hard la machine, c'est de l'éteindre et de la laisser reposer 10 secondes pour vider ce condensateur-là. Donc c'est tout l'objet des deux fils que j'ai trouvé qui court-circuitaient le condensateur avec un bouton poussoir. C'est un hard reset, c'est un vrai reset à froid, puisqu'il va vider le condensateur, donc il provoque un reboot complet de la machine qui redémarre à 0. Donc c'est un vrai reset qui clear tout. Voilà pourquoi le reset était monté sur ce condensateur. C'est tout ce que je pourrais vous dire pour cette fois. Donc je pense que je vais regarder un petit peu sans tourner qu'est-ce qui se passe au niveau de cette ROM de caractère, notamment sur les adresses. Je pense pas que ce soit la sélection des... ça peut être la sélection des colonnes hein, aussi, puis, et des lignes. Hein. Mais en tout cas, ça se passe quelque part par là. Les datas sont bons, à moins que les datas ne... Je pense que c'est pas la bonne sélection de data qui est faite. Voilà pourquoi. Pourquoi ça marche pas. Ou alors, le sentiment me dirait que c'est les datas qui sortent de la ROM qui ne font pas leur chemin jusqu'au bout.
Toujours est-il qu'avec toutes les modifs, c'est pas forcément facile. Mais je vous retrouverai sur ce TRS 80 sûrement pas avant un bon mois, parce que je vais passer un petit peu à autre chose. Je reviendrai dessus quand j'aurai plus d'idées. Donc, eh ben, ce sera tout pour cette fois. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à une prochaine.